la veille, qui peut-être aussi a des intentions cachées, on ne le sait pas encore, mais en tout cas, ce qu'on voit sur le terrain est assez positif, positif pour la Renaissance, positif pour les luttes de revendication et pour toutes ces personnes qui voient en l'Afrique quelque chose de grand. Ils sont au Mali, en RCA, au Burkina, ils sont aussi au Cameroun. Bref, du Cap à Tanger, ils parcourent l'Afrique en quête de revendication, bien pour soutenir justement tous ces leaders éclairés qui ont décidé de remettre leur pays sur la voie de la souveraineté. On parle bien de la Russie. La Russie peut-être de Poutine, mais bien avant lui, l'UR, je vais y arriver. L'Union des républiques soviétiques socialistes s'est engagée, soviétique, voilà, s'est engagée aux côtés des grands leaders africains pour les luttes de revendication et pour leur permettre de lutter contre des colonisateurs. Aujourd'hui, justement, on table sur la Russie, qui hier fêtait en grande pompe la fin et la victoire des soviets sur les nazis. Aujourd'hui, on en parle, la Russie qui s'implante de plus en plus en Afrique, chassant au passage les ex-colonisateurs. Est-ce un ange ou un démon pour les Africains, justement? On en parle avec vous, cher monsieur. Et dans l'intro, justement, on présente l'Afrique, on présenterait la Russie comme l'ange gardien. La première question, c'est, l'Afrique a-t-elle vraiment besoin d'un ange gardien? Patient? Oh. Excusez-moi, je regarde la télé. Bon, merci pour cette question, elle est importante. De plus en plus, on a écouté un narratif qui a été développé et qui a été comme une espèce d'argument couperet qu'on a balancé. Il y a des interventions militaires russes, que ce soit en Centrafrique ou bien au Mali. Et on a entendu les gens nous dire, ah oui, mais vous les nègres, vous êtes vraiment inclassable. Vous voulez passer d'un maître à un autre maintenant. Voilà. Bam. Et avec tout ce qui allait avec, faites attention, la Russie aussi est venue prendre sa petite part. C'est aussi des gens qui demain aussi vont essayer de vous soumettre, de vous coloniser, de vous assujettir, etc. etc. Bon, je dis l'histoire des hommes. Elle est comme ça. Elle est constituée de conquêtes, des pas en avant, des pas en arrière. Ça n'a jamais été un long fleuve tranquille. Ce qui est important, et on le voit avec la Russie d'aujourd'hui, c'est la détermination de chaque peuple à pouvoir se battre pour défendre ses intérêts. Et dans cette quête-là, chaque peuple choisit, de moment venu, en fonction de certaines situations, des partenaires qui peuvent l'accompagner dans l'accomplissement d'un certain nombre d'initiatives, de revendications, j'allais dire de quêtes. Et à chaque moment, il faut être en capacité, comme dans une entreprise, d'évaluer, de faire des évaluations à mi-parcours, des bilans à demi-parcours, se poser la question, ce partenaire, qu'est-ce qu'il m'a apporté? Ai-je avancé ou reculé, etc., etc. Mais comme nous parlons de gens que nous connaissons, des acteurs qui sont connus, qui ont impacté, oui ou non, notre histoire et notre vie jusqu'au jour d'aujourd'hui, on est capable de faire une évaluation. Donc, ce n'est pas un débat sur le sexe des anges que nous allons faire. Nous allons sur la base des faits réels. Une analyse concrète de la réalité concrète est capable de dire des choses. Commençons par ceux dont on peut, peut-être, les gens peuvent qualifier de démons aujourd'hui, ceux qui ont toujours été là. C'est-à-dire l'Occident. Notre relation avec l'Occident, c'est quoi? C'est la traite des Noirs, qui est un fond raciste hors norme. C'est la colonisation, avec une barbarie extrême. Béni Christ est là. Quand vous avez un individu comme Léopold II, qui se croit tout un pays continent comme le Congo, comme propriété privée, au point de donner des instructions à tous ces détenants qui allaient sur le terrain, n'allez pas leur apprendre Dieu. Ces gens-là connaissent Dieu. N'allez pas là-bas pour leur apprendre Dieu. Ils connaissent très bien Dieu. Appelez la réalité, je caricature, la soumission à l'homme blanc que vous êtes. On exigeait des tonnages. Je pense sur le cas de l'EVA. De caoutchouc par personne dans les zones où l'EVA était implanté. Ceux qui ne produisaient pas ces tonnages ont coupé les mains.
Et il fallait que le contremaître vienne avec des sacs de main pour prouver qu'ils ont bien fait leur boulot. C'est ça Léopold II, la petite Belgique. La petite Belgique. Avec son monarque. Voilà comment ils ont transformé les Africains. Une barbarie hors norme. Même les camps de concentration dont on nous dit Hitler, les nazis, c'est avec Léopold II que ça va commencer au Congo. Passons. Nous sommes depuis dans ce qu'on appelle le néocolonialisme. Toujours avec les mêmes acteurs. Hier, justement, la Russie et le monde libre, pas seulement la Russie, mais le monde libre, même dans nos cœurs, nous avons fêté la victoire de cette grande guerre, dont les Africains ont pris une part importante. Et là, je dis, j'interroge encore nos décideurs, nos chefs d'État. Pourquoi vous ne voulez pas célébrer le sacrifice de nos héros qui ont contribué massivement à la naissance de ce nouveau monde? Quel est votre problème? Parce que du refus de célébrer ces héros, on peut comment dire ça, comprendre le sens des politiques qui sont imposées aux Africains aujourd'hui. Donc ce néocolonialisme-là qui a été d'une violence hors pair, avec des guerres qu'on a imposées aux Africains, après les guerres coloniales, les guerres même de la période des indépendances, avec son cortège de millions de morts, l'assassinat de nos fils les plus courageux, les plus dignes. Prenons le cas de la Centrafrique, Barthélemy Boganda. Je ne parle pas du Cameroun aujourd'hui. C'est ça, notre relation avec ces gens. Mais plus grave jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous continuons de batifoler dans cette affaire-là qu'on appelle le franc CFA, qui ne peut pas permettre à nos États, surtout dans ce qu'ils appellent le précaré, d'envisager un quelconque développement, donc de permettre l'élévation des standards de vie, cher Ayam, pour leurs enfants. Nous sommes complètement coincés. Nous sommes dans une camisole de force. C'est le terme qu'il a employé hier. Moi, j'appelle ça la cage. On ne peut pas se sortir de là parce que les gars, ils ont tout bétonné autour de nous. Ils ne donnent pas la moindre petite latitude, la moindre petite indépendance de penser notre vie par nous-mêmes, de penser notre devenir par nous-mêmes, de nous comporter comme des hommes libres sur cette planète Terre. C'est un problème. Voilà. Ramasser ce qu'on peut dire le bilan des rapports qu'on a eu avec l'Occident. Mais la Russie alors, elle aussi, elle a apporté sa marque. Allons-y. La Russie n'a colonisé aucun pays africain. Elle n'a pas participé à la traite des Noirs. La fameuse conférence de Berlin, même si elle avait, je ne sais pas, les envoyés, parce que les gens écrivent des choses, de toute façon, elle n'était pas actrice à cette conférence de Berlin, qui a associationné notre continent pour en faire des Bantoustans que nous avons là aujourd'hui. Mieux, la Russie a aidé l'un des fleurons, c'est-à-dire de la fierté africaine, qui est l'Éthiopie, parce que c'est le seul pays africain qui a pu venir à bout d'une armée européenne occidentale, l'Italie en l'occurrence, la bataille d'Adwa. C'est grâce aux canons russes que les troupes des Ménéliques vont arriver à bout des Italiens. Les gens l'oublient. La Russie a toujours accompagné les mouvements de libération africains dans leur quête d'indépendance et de souveraineté. Vous passez depuis Amilcar Cabral, Guinée-Bissau et Cap-Vert. Vous balayez complètement le Cameroun, avec nous des populations du Cameroun. Vous allez au Congo avec Lumumba, vous descendez en Angola, avec le MPLA de Neto, le Mozambique de Samora Machel. Mieux. Grâce à la Russie, après les indépendances, un pays africain va infliger l'une des pires défaites, la bataille de Cuito Canavale, qui va opposer les forces armées angolaises aidées par Cuba contre l'armée raciste sud-africaine. C'est grâce à la Russie. Donc, on peut dire ce qu'on veut dire. La Russie a toujours été aux côtés des peuples africains. J'ai oublié l'Algérie, l'apport russe en Algérie, aux côtés des peuples africains en lutte pour leur liberté, pour leur souveraineté et pour leur indépendance. Sur le plan intellectuel et culturel, la Russie est le seul pays de Codem qui a baptisé toute une université en plein cœur de Moscou. L'université Patrice Émeric Lumumba, même si ça a changé de nom aujourd'hui. Qui a formé des milliers et des milliers d'intellectuels africains de haut vol.
Donc certains rentraient et qu'on ne donnait pas les postes qu'il fallait tout simplement parce qu'ils venaient de Russie. Je pense au docteur Mounet, dont le fils, qui est mon neveu, est décédé dans des conditions barbares de côté de Kendek, et dont on a enterré ce week-end. Un grand économiste qui a été en RDA, mais qui est aussi passé par là, à l'époque. Donc, nous avons des cas comme ça qui font florès. Je pense sincèrement que si cette Russie-là a mis pied en Afrique aujourd'hui, à la demande de certains dirigeants africains éclairés qui ont décidé de reprendre le flambeau du combat de nos prédécesseurs, c'est parce qu'elle a toujours été contre l'injustice. C'est pour ça qu'elle a fait ce sacrifice. Près de 27 millions de morts pendant la Seconde Guerre mondiale. On n'en parle pas beaucoup. C'est elle qui libère Berlin des nazis. Mais aussi c'est parce que la Russie a bien compris que dans l'optique, dans le projet, pas seulement la Russie, mais de beaucoup de pays émergents, de la création de ce paradigme, de ce nouveau monde multipolaire, il ne faut plus accepter qu'il y ait des zones de no man's land, des zones de ce que j'appelle les points faibles de la géopolitique mondiale, où des puissances occidentales rien à mettre. Donc, en venant au secours du Mali, en venant au secours de la Centrafrique, ils viennent, comme dans leur culture, au secours des pays en détresse, des peuples en détresse. Mais sur un plan géopolitique mondial, quand on prend le big picture, ils affaiblissent aussi les ennemis. Donc, ils ont aussi intérêt à ne plus permettre que nous soyons le ventre mou de la géopolitique mondiale, de pouvoir libérer, nous donner notre possibilité de devenir autonome et choisir notre propre voie. Ça enlève, n'est-ce pas, quelque chose de très important en termes d'apport pour les pays occidentaux, pour continuer à imposer cette dictature sauvage, violente, sur l'ensemble de notre planète. Quand le pétrole de l'or va chuter, vous voyez qu'est-ce qui va se passer? Quand le Mali, le Niger et tous les pays qui sont chers à Yamitima vont se libérer, vous allez encore prendre l'uranium pour continuer à parvenir partout sur la planète en disant que vous êtes fort, vous pouvez construire des centrales nucléaires et fournir 10 années d'uranium, n'est-ce pas, qui est le carburant de ces centrales nucléaires pour les faire tourner. Vous allez les prendre. Donc, la Russie va aussi, dans cette affaire-là, dans cette intervention, son intérêt, qui est d'affaiblir des gens qui veulent la dépêcher pour pouvoir continuer à tenir. Et pour les affaiblir, il faut venir en aide aux peuples africains qui sont aujourd'hui, je continue de le dire, l'espace par excellence où, en fait, l'Afrique c'est l'arbitre de cette confrontation-là. Aux Africains de choisir le camp qui va leur permettre d'avancer, d'être libre, d'être autonome, d'enfin pouvoir rêver grand. Peut-être pas pour notre génération, mais au moins pour la génération de nos enfants, nos arrière-petits-enfants, etc., etc. C'est en ça que pour nous aujourd'hui, la Russie, au-delà de tous les golubers, de tout ce qu'on peut raconter, est un allié stratégique majeur. C'est ça le pragmatisme en politique. C'est ça le pragmatisme en politique. Continuez d'entretenir le flou de faux discours. Oh, vous êtes incapable de vous faire vous-même. Hein, maintenant, vous êtes allé tomber dans les bras de reçus. Mais ceux qui ont été là avec nous depuis des lustres, quels sont les dividendes que nous avons enclenchés de notre soumission à eux, si on peut le dire. Mais ce n'était pas une soumission voulue, forcée. Je vous ai dit, c'était des millions de morts. Des bombardements au napalm. Ce n'est pas quelque chose de voulu. Donc, honnêtement, que les gens arrêtent de faire dans les dissertations inutiles. Comme le disaient les Chinois, Deng Xiaoping, ce n'est pas la couleur du chat qui importe. Ce qui est important, c'est que ce chat puisse attraper des souris. Donc, pour qu'on puisse avancer, nous sommes obligés de nous mettre avec les gens qui sont capables de nous aider à solutionner les problèmes de retard sur le plan économique, social, culturel que nous avons, mais surtout de nous donner la possibilité d'être libres de choisir qui nous voulons pour continuer notre marche en avant. Et c'est ça, nous avons aussi aujourd'hui l'Indonésie, nous avons l'Iran, nous avons l'Inde, nous avons le Brésil, nous avons notre frère Afrique du Sud, malgré le fait qu'ils traînent un peu les pas, mais qui sont aussi là-dedans. Nous avons beaucoup de Cuba, etc., etc. De pays avec lesquels on peut nouer des relations dans des domaines bien précis. Imaginons qu'un pays comme le Cameroun décide de nouer des relations avec Cuba sur le plan seulement de la médecine. Vous pouvez vous imaginer les pas qualitatifs importants qu'on va faire. Mais non. Il faut qu'on continue à dire merci monsieur,
et voir quelqu'un prendre le téléphone et dire je vais appeler le président Biya. Voilà ce à quoi nous sommes réduits. Donc je pense sincèrement que dans la vie, il faut faire attention, il faut être pragmatique. Il faut savoir où se trouvent vos intérêts. Et il faut savoir les protéger. Mon vieux père, qui est sur terre, m'avait toujours dit, moi je suis un bassa, il dit, là où tu gardes ton jar qui contient ton vin de palme, tu ne lances pas le caillou là-bas. On ne lance pas le caillou au coin de la maison qui garde son jar de vin de palme. Donc il faut savoir protéger ses œufs. Voilà. Et pour nous aujourd'hui, nous ne sommes pas avec la Russie parce que nous voulons être esclaves de la Russie. La Russie, ce n'est pas sa démarche. Quand bien même quelqu'un là-bas serait tenté de le faire, il faut bien qu'on le fasse comprendre que ça ne marchera plus. Nous ne sortirons pas de l'esclavage de quelqu'un pour entrer dans l'esclavage de quelqu'un d'autre. Nous sommes dans notre dynamique de lutte pour nous sortir de cet esclavage. Et comme le disait Césaire, le début de la libération pour un esclave, c'est la prise de conscience de son état d'esclave. Et je pense que notre génération est arrivée à cette prise de conscience aujourd'hui. La Russie, on l'a donc compris, allié indéfectible de l'Afrique et pas allié nouveau. On rappelle quand même que les premiers contacts entre la Russie et l'Afrique datent du Moyen-Âge. Ils se sont améliorés avec le temps, avec des apports, avec des contrats financiers, des contrats commerciaux. Et même, et vous parliez de Cuba tout à l'heure, des soldats cubains ont été envoyés par la Russie en Angola et au Mozambique pour participer aux différentes luttes de libération. Alors une question, en relation internationale, on dit qu'on n'a pas d'amis, on a des intérêts. L'Afrique a-t-elle intérêt à se lier d'amitié ou alors à retrouver ces liens d'amitié avec la Russie? C'est à moi? Bien sûr. Ah, d'accord. Ok. Alors, je pense qu'il y a trop de fantasmes autour de la Russie et il y a trop de... comment dire, il y a trop de manipulation autour de la Russie. Il y a une malhonnêteté évidente lorsqu'il faut parler de la Russie. Mais peut-être qu'il y a une très grosse ignorance, finalement. Parce que, quelquefois, vous savez, les gens se cachent derrière une sorte de bagou, une sorte de comment dire, ils vont donner l'impression d'avoir une position idéologique particulière ou une perspective idéologique particulière, mais en fait, c'est de gros ignorants qui ne savent pas de quoi ils parlent. Si vous prenez, et aujourd'hui, l'une des choses les plus graves dans l'histoire de l'humanité, c'est que les gens pensent que la Deuxième Guerre mondiale a été gagnée par les Occidentaux, le camp des Occidentaux, alors que le pays qui a mis à genoux et qui a fait capituler l'autre, celui qui avait déclenché cette guerre, c'est bien la Russie. C'est, enfin, tout au moins la Russie actuelle, puisqu'elle est l'héritière de l'URSS. Et puis, de l'autre côté, vous avez quelque chose d'assez bizarre en Afrique qui fait parfois froid au dos. C'est-à-dire que les Africains, beaucoup d'Africains, et particulièrement la classe moyenne africaine aujourd'hui, une grande partie de cette classe moyenne est dans un syndrome de Stockholm qui fait à la fois pitié et peur. Les gens se sentent le devoir d'être occidental, se sentent le devoir à la limite, c'est à peine s'ils ne font pas tout ce qu'il faut pour devenir membre de l'ethnie européenne, curieusement. C'est-à-dire, mais à partir du moment où quelqu'un vous a traité comme ces gars vous ont traité, mais vous devez avoir des principes dans la vie. La position de principe devrait être que quand on vous réveille à 2 h du matin, on dit Europe, on dit Occident, vous dites d'abord non. Vous dites d'abord non. Après, vous demandez, bon, ok, de quoi il s'agit. Ça me rappelle un sénateur américain, Ted Kennedy. Il avait une attitude assez curieuse. C'était, après, il est devenu vieux au Sénat américain. Donc, même quand il s'endormait, dès que vous commencez à dire quelque chose qui concernait le complexe militaro-industriel ou qui concerne certains aspects sociaux liés aux Noirs, il disait d'abord non. Il dit non, je ne suis pas d'accord. Après, il demande de quoi est-ce qu'on parle. Quand vous lui avez expliqué maintenant, il se fait il vous dit à peu près à quoi il pense. Je pense que le principe devrait être de dire non. Donc, si on demande aujourd'hui, est-ce que la Russie, c'est un ange ou un démon pour l'Afrique,
La première question, c'est de dire ni l'un ni l'autre. Les Africains ne sont pas dans une fable. Qu'en fait, on ne se rend pas compte. Et vous voyez des débats à longueur de journée dans des groupes WhatsApp, dans des groupes Facebook, parfois lors des réunions de la classe moyenne africaine, où vous avez des gens qui ergotent en vous racontant comment la Russie est le grand Satan du monde, parce qu'il faut reprendre la rhétorique de l'ethnie européenne qui est liée à tout ce qui est chrétien ou etc. Donc on va traiter la Russie de Satan, on va traiter les Occidentaux d'anges. Mais je me demande quand même comment un type se lève le matin alors que une ethnie est assise sur 500 millions de morts et d'esclaves du fait de l'esclavage européen qui est à peu près au même niveau que l'esclavage arabe, parce qu'on a tendance à oublier celui-là. Et puis sans compter les 20 millions de morts au Congo, actuellement les 10 millions de morts encore au Congo, les 3-4 millions de morts au Cameroun, le million de morts au Rwanda, des dizaines de milliers de morts à gauche et à droite dans tous les pays africains. Je n'ose pas parler de ce qui s'est passé en Algérie, etc. Et puis, il a quand même le courage de défendre l'Occident. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut commettre un génocide chez vous et vous le défendez quand même. Comment on franchit ce pas? Je ne sais pas. En fait, dans la tête des gens, il vous dit non, il faut pardonner, il faut faire mal. Qui vous a dit que pardonner veut dire ne pas reconnaître, traiter quelqu'un exactement comme il est? Vous devez traiter l'Occident tel qu'il est. La Russie, qu'est-ce qu'elle est pour l'Afrique? Mais la Russie est un soutien historique. On a parlé de l'Éthiopie. On a parlé de tous les mouvements de libération. On a parlé de... Et pas que l'Afrique. La Chine, tous ces pays-là ont obtenu la Corée du Nord, le Vietnam, même l'Indonésie contre Sukarno, du temps de Sukarno et Suharto. Donc, tous ces gens-là ont reçu le soutien de la Russie. Et d'ailleurs, on l'oublie bien vite. On oublie très très vite que pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Russie a dû nourrir beaucoup de pays européens. Beaucoup de pays européens. Donc, aujourd'hui, nous devons clairement nous dire que la question fondamentale, ce n'est pas la Russie, ce qu'elle est, ou ce que l'Occident est. La question fondamentale, qu'est-ce que nous voulons, quels sont nos intérêts? Ce que nous voulons, c'est une Afrique libre, unie, qui construirait où les États-Unis d'Afrique fonctionnent. Ça, c'est l'idéal, l'objectif, mais où au moins les États-Unis régionaux, sous-régionaux peuvent être constitués rapidement pour qu'on ait des blocs qui aient une taille critique. La CEAC, la CEDEAO, le COMESA, la SADC, le Maghreb, on peut avoir ces blocs-là. Et parce que vous ne pouvez pas mettre le Gabon dans une négociation avec la Russie, ou avec la Chine, ou avec les États-Unis. Il ne faut pas rêver. Ça n'a aucun sens. Ça n'a même pas de ça, c'est plutôt bizarre. Mais si vous avez la CEAC, 350 millions d'habitants, 6,5 millions de kilomètres carrés, ça commence à avoir du sens. Donc, il nous faut voir quels sont nos intérêts et, à la limite, penser que ce qui compte, c'est demain d'être sûr que nos compatriotes vivent mieux. La fameuse élévation continue des standards de vie. Donc, si nous nous mettons dans cette perspective, je suis persuadé qu'en réalité, la présence de la Russie, qui pour le moment en Afrique, d'ailleurs a toujours été invitée. Elle n'est pas venue en Afrique par intrusion, en canonnant toute l'Afrique, en détruisant les civilisations, en détruisant notre mode de vie. Mais elle est venue à chaque fois invitée. Invitée parce qu'on est dans une situation compliquée et on a besoin de soutien. On a besoin d'aide, on a besoin de ci, on a besoin de ça. Ou on a acheté quelque chose dans le cas de l'Éthiopie à l'époque. Donc, je crois que pour ce premier jet, je m'en tiendrai au fait que c'est nos intérêts qui comptent. C'est ce que nous voulons qui compte, qui doit être notre priorité et l'élément de nos débats de tous les jours. Et enfin, et puis, il faudrait que les gens cessent de voir comme Satan ce que les Occidentaux voient comme Satan. La plupart du temps, ce qu'eux ils voient comme Satan, c'est ce qui les empêche de détruire le reste du monde et de pouvoir continuer à alimenter une élite totalement... une élite qui est tellement
schizophréniques et paranoïaques qu'on n'arrive pas à qu'on se demande si c'est de vrais êtres humains. Voilà, les relations entre l'URSS puis la Russie se sont un peu amoindries dans les années 90 avec l'éclatement justement de l'ancienne République soviétique, socialiste soviétique. Et le regain des activités est revenu avec Poutine au pouvoir. C'est vrai qu'il y a un bond dans l'histoire avec Khrouchtchev qui a facilité justement l'envoi des troupes et des supports pour les différentes luttes. Alors, Poutine, justement, puisqu'on en parle, dit en 2009 ceci, et là c'est à vous, docteur Bénicris, à une époque, nous avons pu donner l'impression d'avoir perdu tout intérêt pour le continent africain. Il est de notre devoir de rattraper le temps perdu. Nous avons quantité de projets et d'idées intéressants et de qualité pour développer notre coopération. La Russie constate sans jalousie que d'autres pays ont noué des liens en Afrique, mais elle entend bien défendre ses intérêts sur le continent. Alors, avec cette déclaration de Poutine, est-ce qu'on doit se fier à la Russie ou s'en méfier? Merci beaucoup pour la question, mon cher frère Rim. C'est très sensible lorsqu'on parle de la Russie aujourd'hui en Afrique ou même dans le monde, mais particulièrement en Afrique parce que il faut se rappeler que l'Europe, en particulier l'Occident en général, tire les gros lots en tout cas j'ai dit les gros lots de tout ce qui fait fonctionner sa machine impérialiste de l'Afrique. Ça c'est une vérité indéniable. Et je pense qu'une fois, quelqu'un a bien écrit que le relèvement de l'Afrique va entraîner inévitablement le déclin de l'Occident. Voyez-vous? Et donc, ils feront tout. D'ailleurs, nous avons des vidéos où certains cercles occidentaux affirment à Mondovision qu'ils ne commettraient jamais l'erreur de laisser l'Afrique se développer. Ou de se munir d'une arme nucléaire. Ou d'être capable de s'affranchir du dictat de l'Occident. Ou alors d'être capable de décider par eux-mêmes. Nous avons des vidéos. Hein. Moi-même, j'ai fait un documentaire là-dessus, sur certaines déclarations de l'élite, de cette caste, parce que ce n'est pas l'élite occidentale en général, puisque l'élite occidentale elle-même est manipulée par une certaine caste à l'intérieur de ce que Maître Tim appelle l'ethnie occidentale. Il y a une caste qui navigue pratiquement à contre-courant des aspirations même de peuples occidentaux eux-mêmes. Voyez-vous, il faut qu'on fasse une différence là-dessus. Bon, il y a deux préalables que sur lesquels je voulais revenir avant d'aborder cette question. Déjà, dans votre citation, vous avez compris, l'objectif russe, ce n'est pas de développer l'Afrique. Ils n'ont pas la prétention de développer l'Afrique, mais de développer leur coopération avec l'Afrique. Donc, ils reconnaissent l'Afrique comme un partenaire potentiel pour nouer de bonnes relations, à la fois économiques, politiques ou militaires. Mais l'Occident a carrément la prétention de développer l'Afrique. Donc ça veut dire que vous n'avez pas de cerveau, vous n'avez pas des élites, c'est nous qui vous développons. Voyez-vous? Donc déjà le regard russe sur l'Afrique est différent du regard occidental sur l'Afrique. Le regard occidental sur l'Afrique est un regard de condescendance, alors que le regard russe est un regard, on peut dire, on ne parlerait pas d'égalité parce qu'aujourd'hui l'Afrique est tellement faible, une mouche ne pèse pas sur la balance de puissance, mais du moins, la Russie reconnaît quand même les potentialités qui regorgent l'Afrique. Même sur le plan historique, les Russes ne sont pas dupes de ce que l'Afrique a toujours donné au monde. Ça, c'est un autre côté. L'autre côté, c'est que il faut qu'on sorte de ce que nous pensons, de cette analyse, de cette façon d'aborder les problématiques vis-à-vis de l'Occident. Lorsque nous pensons que l'Occident peut nous donner la liberté de penser par nous-mêmes, ou la possibilité de diriger nos pays par nous-mêmes. C'est une aberration. Voyez-vous, l'Occident ne nous laissera jamais libres. Comme j'ai toujours dit, les lions ne se permettraient jamais, au nom d'un droit à la vie, à la bande des gazelles, de se pavaner, de ne plus jamais manger sa chair. Sinon, sa race va mourir. Donc nous sommes dans un monde de prédation. Et dans les rapports de force géopolitiques, c'est ce qu'on appelle le rapport de force en réalité. Dans les relations internationales, c'est un problème de rapport de force. Donc l'Afrique doit reconquérir sa liberté. Quand l'Occident est arrivé ici en Afrique, ils n'ont pas demandé la permission de quelqu'un. Quand ils ont divisé nos pays, ils n'ont pas demandé la vie, même de nos chefferies traditionnelles, même des élites africaines, même du peuple africain. Donc je ne pense pas que nous allons demander ou collaborer pour avoir notre indépendance. Ça ne se négocie pas. Nous allons arracher notre indépendance par la force,
comme eux, ils se sont imposés chez nous par la force. Maintenant, si nous évaluons nos forces et nous trouvons que cette force-là est minime par rapport à sa force, nous pouvons donc partenariser, excusez-moi mon néologisme, nous pouvons donc créer des partenariats avec des peuples qui peuvent nous accompagner dans cette quête d'autodétermination. Et je pense que la Russie est bien placée historiquement par là. Lorsque, je ne reviendrai pas sur ce que Parfendo m'a dit, la plupart des mouvements de libération en Afrique ont été accompagnés par les Russes en termes d'armement ou même de formation. Les Russes ont toujours été à côté des Africains. Mais le plus grand problème que nous devons comprendre, c'est que je ne reviens pas sur la russophobie ou la russophilie qui se développe, parce que moi, je ne trouve aucun sens là-dessus, parce que je crois profondément au non-alignement de l'Afrique, parce que je suis foncièrement panafricaniste. Je crois que l'Afrique doit garder sa neutralité vis-à-vis des conflits mondiaux et jouer un rôle d'arbitre. Ça, je le pense bien. Et je pense que l'Afrique va se développer par elle-même, par ses propres potentialités. Aucun autre peuple du monde ne viendra nous aider à nous développer, qu'il s'agisse des Russes ou des Occidentaux. Nous nous développerons par nous-mêmes, par notre intelligentsia, par notre culture, par nos valeurs et par toutes nos richesses. Ça, c'est ma position en tant que panafricaniste. Mais ce qui est vrai, la Russie aujourd'hui est regardée par rapport à une certaine vision qui échappe malheureusement à certains analystes ou à certains politiciens. Vous savez qu'après la Première Guerre mondiale, la première puissance était les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique ne sont pas devenus une puissance après la Deuxième Guerre mondiale. C'était avant la Première Guerre mondiale. Mais comprenons, il y a eu un revirement historique que beaucoup n'ont pas maîtrisé. C'est qu'à l'aube de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait déjà une vision, une forme d'atlantisme, c'est-à-dire un regard orienté vers l'hégémonie américaine. Mais en réalité, ce n'était pas la nation américaine qu'il fallait mettre au-dessus, mais c'était une certaine vision mondialiste. C'est purement ce que Maître tu m'as appelé ici les complexes militaro-industriels qui avaient prôné le mondialisme dans le but de casser les frontières. Mais qui a intérêt à casser les frontières? C'est qui a intérêt à vendre, à créer un grand marché. Et donc, pour créer ce vaste marché, on a besoin de briser toutes les barrières frontalières, de briser certaines barrières et imposer une certaine idéologie. Donc, le problème de la Russie ici, qui fait que l'Occident regarde à mal la Russie, c'est un problème de vision. L'Occident a besoin de ce qu'on appelle l'unipolarité mondiale. Dans sa constitution du monde, il veut à tout prix être le seul monopole, le pôle actif de toutes les décisions, d'orientation. Et souvenez-vous que l'Empire américain fait et défait des élites partout dans le monde. Aujourd'hui, l'Europe est victime de cette vision occidentale. Parce que même l'Union européenne d'aujourd'hui, c'est purement la vision américaine. Voilà pourquoi De Gaulle était foncièrement contre cette construction de l'Europe d'aujourd'hui. Donc, c'est l'Amérique. Aujourd'hui, l'Europe est victime de cette vision. Aujourd'hui, l'Ukraine même est victime de cette visée expansionniste des États-Unis d'Amérique, qui veut à tout prix amoindrir ou diminuer toutes les puissances qui peuvent s'opposer à son hégémonie. En l'occurrence, les Russes et les Chinois. Mais n'oublions pas que si la Chine aujourd'hui se construit, c'est une grande partie de la contribution occidentale, dont les Européens et les Américains. Voyez-vous? Donc, ils ont une autre vision. Leur préoccupation, ce n'est pas la domination occidentale en tant que telle, mais une certaine vision du monde. Et c'est ça que la Russie est en train de combattre. Donc, il y a deux visions qui s'affrontent. Il y a d'autre côté, ce qu'on appelle chez eux, ils veulent l'unipolarité du monde. Chez les autres, ils veulent que le monde soit dirigé par plusieurs pôles. Ils ne veulent pas la dictature d'un pôle sur les autres. C'est de ça qu'il s'agit. Et dans tout ça, malheureusement, l'Afrique n'arrive pas à se positionner. Et si l'Afrique n'arrive pas à se positionner dans ces grands conflits mondiaux de la redéfinition de ce qui doit être le monde de demain, c'est parce que nous avons une élite inféodée à cette idéologie macabre de l'Occident. Donc nous avons un problème systémique et élitique avant que ce problème ne soit politique. Nous sommes d'abord soumis à un système qui doit, n'est-ce pas, partir par la force, parce que ce système nous a été imposé. Et de deux, nous avons une qualité d'élite qui est la conséquence de cette subordination forcée et que nous devons mettre à la porte. Si nous ne mettons pas cette sorte d'élite à la porte, l'Afrique ne va jamais émerger. Parce qu'il s'agit de cela.
si vous n'avez pas la possibilité de prendre des décisions sur votre avenir, parce qu'il y a une élite qui s'assoit sur vos intérêts et qui font du n'importe quoi, mais vous n'allez pas émerger. C'est un problème de révolution à la base. Alors, la Russie, la russophobie, n'est-ce pas, développée par l'Occident, repose sur cette influence américaine. Parce que regarde par exemple l'Allemagne. L'Allemagne refuse de rompre les accords économiques avec la Russie. Pourquoi? Parce que si elle le fait, c'est l'Allemagne qui va sentir les souffrances les plus multiples. C'est le peuple allemand, parce que l'Allemagne dépend plus de 40% du gaz russe. L'Occident dépend combien de pourcents du pétrole et du gaz russe? La Russie a déjà tendu la main à l'Occident plusieurs fois pour composer un ensemble et un grand marché. Mais c'est ce que l'Amérique ne veut pas. Parce qu'il y a une élite au sein de l'Amérique qui prône une certaine vision unilatérale du monde et qui ne veut pas des oppositions. Voyez-vous, c'est de ça qu'il s'agit. Mais malheureusement, encore et encore, l'Afrique ne tire pas son épingle du jeu pour pouvoir se reconstruire, profiter de ces conflits entre les puissances pour se reconstruire. Vous savez, comme le disait encore Maître Tchimbiam, si aujourd'hui la Chine fait le poids, c'est aussi parce qu'il y a la grandeur territoriale, la masse. La Chine est développée à cause de cette dynamique de masse. Mais comment l'Afrique jusque-là ne comprend pas que de manière isolée, nous ne pouvons pas faire face aux Russes, par exemple, ou même au bloc occidental? Puisque l'Europe même a compris que l'Allemagne, elle seule, ne peut pas faire face aux Russes. L'Angleterre, aussi puissante qu'elle peut être, ne peut pas faire face aux Russes. Il fallait donc qu'ils se mettent ensemble. Aujourd'hui, la Russie n'a pas peur d'un seul pays européen. La Russie a peur d'une menace de l'OTAN. Parce que l'OTAN constitue une véritable force. Malheureusement, l'OTAN, c'est aussi une main avancée de l'américanisme expansionniste, du complexe militaro-industriel de l'américain. L'OTAN, voyez-vous? Donc, quelque part, les Européens eux-mêmes, je vais chuter par là. Regarde ce que Macron dit hier. Rien que hier, il propose déjà la création d'une autre organisation de l'Europe. Une confédération européenne pour élargir le champ d'action. Parce qu'il comprend que cette Europe d'aujourd'hui-là, c'est l'Amérique qui en tire le plus grand profit. Les peuples européens sont victimes de cette construction de l'Europe. Voyez-vous? Mais malheureusement, l'Union africaine d'aujourd'hui, pourquoi nous n'en bénéficions rien du tout? Parce que c'est aussi l'émanation de l'Union européenne. Si l'Union européenne elle-même sous-traite déjà certaines relations américaines dans le monde, et que l'Union africaine soit une vassale de l'Union européenne, alors nous, les Africains, nous sommes quoi comparé à tout ça? Donc, la Russie, les Russes ne sont ni des démons, ni des anges, comme le dit encore Matimbiam. Pourquoi? Parce que, historiquement, le Russe est un partenaire. Nous pouvons compter sur le Russe, parce que les Russes nous ont accompagnés. J'ai vu l'apport russe, par exemple, dans la lutte lumumbiste au Congo. C'est une grande partie, le Russe, qui ont financé l'arrivée de Che Guevara au Congo pour aider les révolutionnaires lumumbistes à faire face à l'impérialisme du bouc engraissé des pays occidentaux qui était Mobutu, qui brimait les libertés, qui détruisait les pays, dont la gabégie a aujourd'hui plongé ces grands pays dans les méandres. Vous savez, le Congo, c'est 2 345 000 km². C'est-à-dire l'Union européenne, le 27 pays de l'Union européenne réunis. C'est un grand potentiel, mon ami. Voyez-vous? Mais il faut mettre ces pays-là à plat. Parce que si seulement ces pays peuvent se relever, ça peut entraîner le relèvement du continent africain. Voyez-vous? Donc, c'est un problème de rapport de force. Il faut que les Africains comprennent où est notre avantage, où n'est pas notre avantage. L'Occident est le peuple le plus criminel qui soit sur la planète Terre. Il faut qu'on se le dise. Je ne veux pas revenir sur ce que Parfendo m'a dit. Regardez ce qu'ils ont fait en Amérique pour s'implanter aux États-Unis d'Amérique. Mais ils ont coupé la tête des gens, ils ont fait du n'importe quoi. Voyez-vous? Donc l'Occident s'exporte par la barbarie et je ne vois pas pourquoi le Russe serait malvenu ou mal vu pour nous les Africains qui ont besoin, n'est-ce pas, de nous affranchir d'un étau qui ne nous a jamais fait du bien. Vous regardez DBS Télévision, le débat panafricain. Ce matin, on table sur la place de la Russie en Afrique. La Russie, ange ou démon pour les Africains? Vous pouvez nous laisser vos avis
Commentaires et réactions sur notre page DBS TV Facebook. On attend et on se fera un plaisir de lire quelques-uns d'entre eux. Et nous a rejoint entre-temps, il a rejoint le trio. Eric Papambikaï, vous complétez pour faire le quatuor unique de cette matinale, édition de ce mardi 10 mai. Et avec vous, on va parler justement de ce pan qu'on relevait dans la constitution 1977 de l'URSS. Et il était dit « Soutien à la libération nationale aux luttes pour le progrès social ». C'était libellé comme tel. Une idéologie qui peut faire foi aujourd'hui. Est-ce qu'on peut, grâce à cette idéologie, épine dorsale même de ce que la Russie est, faire confiance justement à la Russie dans ses avancées en Afrique? Je pense que ce slogan-là a été repris par un certain nombre de partis politiques, notamment l'Union des populations qui en a fait son credo économique et qui continue toujours à être le ventre mou d'un certain nombre de revendications, notamment par rapport à l'élévation du niveau de vie des Camerounais. Donc, forcément, s'appuyer aujourd'hui sur ce slogan, oui et non. Oui, pourquoi? Parce que les contraintes économiques ont plongé un certain nombre de ménages dans une paupérisation qui interroge aujourd'hui l'existence humaine même. Non, parce que certainement, beaucoup de choses ont changé entre la création de l'URSS en 1922 et sa disparition au début des années 90. 1991 précisément. Voilà. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Parce qu'en réalité, j'ai comme l'impression que beaucoup d'Africains associent un peu l'URSS à la Russie. Il ne faut pas oublier de dire que l'URSS était un conglomérat à peu près de 15 pays, parmi lesquels de nombreux pays asiatiques et de nombreux pays baltes. Donc la Russie était tout simplement... C'était partie même des fédérations. Mais en réalité, il faut aussi le dire, c'était la Russie impériale, c'est-à-dire qu'elle avait un peu une influence militaire sur la quasi-totalité de ces pays qui étaient membres de l'Union des républiques socialistes et soviétiques. Donc, c'était un fait que c'était la plus grande puissance, le plus grand pays de cette organisation-là. C'est la raison pour laquelle elle est presque restée héritière de toute l'idéologie et de tout ce qui avait été entrepris dans l'ensemble de cette grande organisation. Il ne faut pas oublier que l'URSS, à l'époque, c'était à peu près 22 400 000 km² de superficie. Et à la dislocation de l'URSS au début des années 90, la Russie s'en sort avec un territoire vaste de 17 98 000 km². Vous comprenez pourquoi elle a tiré profit en premier lieu de cette organisation. Bon, maintenant, moi, je suis quand même partagé par cette thématique qui nous réunit ici, Anjou Démon pour l'Afrique. La Russie a toujours été là, comme a dit mes prédécesseurs. Mais ça me rappelle un peu, en fait, son retour me rappelle un peu, ou alors les propos tenus par Poutine en 2009, me rappelle un peu la pensée de Guillaume II, lorsque, en fait, l'empereur de l'Allemagne à cette époque-là, lorsque son pays s'est enfin ouvert au monde et qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient perdu énormément parce que quand ils sont ostracisés pour essayer de l'instruire, les autres étaient à la quête des contrées. Et quand ils se sont réveillés, en fait, quand ils ont fini de mettre sur pied un certain nombre d'éléments permettant de pouvoir confirmer leur puissance à l'intérieur de l'espace européen, ils se sont rendus compte qu'en réalité, ses voisins français et autres hollandais, ils n'étaient plus en Europe, ils étaient plutôt ailleurs, avec des territoires bien précis. Donc, ils ont donc commencé à vouloir faire du forcing, et ça a fait en sorte qu'ils s'en sont sortis peut-être en Afrique avec 4 colonies, pas de moins, parmi lesquelles le Cameroun. Donc, je pense que cette approche de la Russie sur le territoire africain s'inscrit dans cet ordre-là, c'est-à-dire essayer de rompre l'équilibre qui était prédéfini, en essayant de soutenir ceux qui n'acceptaient pas l'ordre préétabli. Et peut-être ça a marché. Ça a marché peut-être pour le cas de l'Angola, avec le MPLA. Peut-être ça n'a pas marché pour le cas de l'Union des populations du Cameroun, parce que jusqu'à présent, ce parti n'est pas arrivé au pouvoir. Ça a certainement marché avec le Front de libération de Mozambique. Voilà, et puis au niveau de l'Algérie. Mais forcément, la mayonnaise n'a pas pris d'huile là où les Russes se sont implantés. Une nouvelle fois, ils sont revenus à la charge en essayant d'aider un certain nombre de peuples africains opprimés, exploités, pillés. C'est le cas par exemple de la Centrafrique et puis dans une moindre mesure du Mali. Est-ce que les résultats seront probants? Je n'en sais rien. Mais je constate quand même qu'il ne faut pas trop vite se prononcer sur la Russie. Parce que
Pour moi, c'est un pays que je crains normalement parce qu'ils ont une manière de vendre un rêve qui n'est pas réaliste. Jusqu'à présent, la coopération, ou bien l'assistance, la coopération qui réunit les pays africains à la Russie est purement militaire. C'est vrai quand même que qui veut la paix prépare la guerre. Et l'Afrique, selon moi, a fondamentalement besoin d'une chose, d'avoir sa bombe nucléaire basée sur l'autosuffisance alimentaire. Donc nous avons davantage besoin d'une coopération purement agricole dans l'optique de pouvoir mettre en exergue l'ensemble des 700 millions d'hectares de terres arables que dispose l'Afrique. Il ne faut pas oublier que dans un pays comme le Cameroun, nous disposons à peu près de 20 millions de terres arables, dont moins de 5% de ces terres sont mises en valeur. En réalité, c'est ça la véritable économie. L'économie, la véritable coopération que nous devons axer dans l'ensemble des autres pays, grandes puissances, qui ont des ressources financières et dont on peut s'appuyer sur ces ressources financières pour pouvoir structurer notre espace d'échange et pour être capable de nourrir notre population. Quel qu'en soit le positionnement que l'Africain peut avoir par rapport à l'expansionnisme russe ou alors à la prise de position de la Russie par rapport à ce monde dont décrivait Bénédicte tout à l'heure, unipolaire, il ne faudrait pas que nous oublions que nous avons des problèmes alimentaires. Peut-être ce n'est pas le cas de la Russie, ce n'est pas le cas des États-Unis, ce n'est pas le cas de l'Europe, mais les Africains ont encore les problèmes alimentaires. Et le monde ne s'est jamais senti aussi en danger qu'à cette période-ci. Parce que quel qu'en soit le cas, j'ai utilisé ce slogan tout à l'heure qui est aussi vieux que le monde, qui veut la paix prépare la guerre. Même les pays les plus pauvres du monde ont compris que la guerre se prépare en armant la plupart de leurs armées. Ça veut dire que l'économie aujourd'hui tourne tout autour de l'armement des États, en délaissant ce qui est prioritaire, la préservation de la vie basée sur l'encadrement de la population, notamment son alimentation. Donc, je veux revenir un peu sur un certain nombre de choses qui sont dites ici sur le plateau, après avoir épongé un peu cette question. Il ne faut pas que nous oublions que même la Russie qui est expansionniste aujourd'hui, elle est expansionniste peut-être forcément parce qu'elle a les moyens militaires. Tout le monde charrie de l'eau, les ressources russes. Oui, la Russie, c'est à peu près 25% des réserves de gaz dans le monde. Ce n'est pas rien. Et si les Européens sont friands de son gaz, c'est aussi par rapport à la proximité géographique entre l'Europe occidentale et l'Europe de l'Est que constitue la Russie. Donc, pour que les ressources russes soient exploitées et vendues sur le marché européen, les Européens n'ont que poser les tuyaux pour pomper ce gaz et alimenter l'ensemble de leurs industries. Donc, la proximité fait en sorte qu'il est plus facile de pouvoir prendre le gaz en Russie que de le prendre en Norvège. Parce qu'en réalité, ce pays ne revient pas toujours. Mais c'est aussi l'un des plus grands foyers, ressources gazières au monde. Ou alors, si on pouvait rester dans le cadre de l'Europe, en Europe. Mais sauf que la Norvège est techniquement plus éloignée par rapport à l'Europe occidentale que la Russie. Ça, c'est un fait. À côté de ça, c'est que le marché russe, il est attractif. En fait, les Russes ont pu mettre sur pied un certain nombre de programmes militaires qui font d'aujourd'hui un pays à craindre. Parce qu'il y a des gens qui sont venus acheter leurs ressources au prix forcément qu'ils ont fixé sur le marché ou alors au prix des coûts mondiaux sur le marché international. Et certainement, ça les a permis de s'enrichir. Tout comme à un moment, les Occidentaux ont décidé d'enrichir la Chine. Je suis aussi curieux de savoir, malgré tout ce qui se passe, peut-être ils vont décider une nouvelle fois de nous enrichir en mettant sur pied ce qu'on appelle le commerce équitable, c'est-à-dire qu'ils doivent réellement prendre nos ressources à la valeur de la production. Ou alors, ils doivent nous accompagner à mettre sur pied un certain nombre d'industries de nature à faire en sorte que nous devenons aussi le marché. Parce qu'aujourd'hui, quel qu'en soit le cas, l'Afrique représente à peu près moins de 3% des échanges au niveau mondial. Mais on ne fait pas toujours fi de la qualité de ces ressources naturelles. Tout à l'heure, parfait, essayer de faire un peu un tableau, uranium, diamant, pétrole, gaz. Ce n'est pas tellement inventorié. Parce qu'en réalité, l'Afrique est un grand marché à ciel ouvert, une sorte de caverne d'Ali Baba où les plus puissants, chacun vient piquer à son heure voulue et repart à l'insu de tout le monde. Et il y a cette perception que nous-mêmes, nous donnons à notre continent. Parce que pour les autres occidentaux, les autres pays puissants, on assimile l'Afrique à un pays, ce qui n'est pas vrai. La preuve, pour illustrer un peu mon argumentaire, sommet Russie-Afrique.
sommet Turquie-Afrique, sommet Indonésie-Afrique, sommet États-Unis-Afrique, sommet France-Afrique, sommet Inde-Afrique. Ça devait interroger l'Africain. Pourtant, parallèlement, l'Afrique est subdivisée en 5 ou 6 organisations sous-régionales qui ont été constituées sur la base de la proximité géographique. C'est-à-dire Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Afrique australe, Afrique de l'Est, Afrique du Nord, ainsi de suite. Donc, il serait plus plausible peut-être qu'on coopère, que ces puissances coopèrent avec les organisations sous-régionales pour qu'on puisse être capable de pouvoir évaluer l'impact des coopérations entre les grandes puissances. Mais, pour tricher, et avec la bénédiction de plus Africains, on accepte volontairement aller à la guillotine en organisant les sommets Afrique-Russie. Et on sait très bien à l'intérieur de ce type de sommets que seuls les pays en Afrique les plus puissants en termes d'organisation diplomatique peuvent être capables de tirer le bénéfice de ce type d'organisation. Ceux qui ont de la peine à exister, ils vont souvent comme des figurants tout simplement. À un moment, on avait le TICAD, c'est-à-dire le sommet Japon-Afrique. Peut-être on a tiré bénéfice de cette coopération-là avec la construction des écoles primaires japonaises. Tout le monde a apprécié leur visibilité sur le territoire camerounais, que ce soit dans les grandes agglomérations ou les agglomérations périphériques. Mais il faudrait que nous changeons notre perception de l'Afrique. L'Afrique n'est pas un pays. L'Afrique est un continent. Et on dit en relations internationales que les coopérations multinationales sont les coopérations bilatérales, sont les coopérations qui se font entre un pays et un autre pays. Mais nous avons, et que la coopération multinationale sont celles qui se font entre plusieurs organisations sous-régionales. Mais nous avons réussi à pouvoir y insérer un certain nombre de concepts en faisant coopérer le continent africain, c'est-à-dire l'ensemble des 54 pays, avec un seul pays dans l'optique de tirer profit. Mais malheureusement, on voit. Et je me souviens, en 2019, lorsqu'on a organisé le sommet de Sochi, Afrique-Russie, l'intervention de Nathalie Yam, qui mettait justement en garde cette perception que les Africains ont de la coopération avec les autres pays les plus puissants. En mettant l'accent sur du 50-50. C'est-à-dire, ce que nous avons besoin, vous nous l'apportez, et nous vous donnons ce que vous avez besoin. Ça, c'est ce qu'on appelle la coopération équitable, du 50-50%. Mais au sortir de ces conclaves, de ces conférences, de ces ateliers, on se rend compte qu'on rentre dans nos anciennes habitudes. C'est-à-dire celles basées sur l'indolence, celles basées sur le triomphalisme, celles basées sur les guerres faites par les autres dans l'optique que nous ne puissions récupérer les résultats. Cela nous permet de dire que la présence russe en Afrique, moi personnellement, je ne l'aperçois pas, parce qu'en réalité, c'est entouré d'un certain nombre d'obscurités. Au-delà de la coopération militaire récemment signée entre le Cameroun et ce pays-là, et qui est d'ailleurs clarifiée en termes d'axes de coopération. On restait dans le renseignement, on restait dans la formation, un peu moins dans l'équipement. Et un équipement qui s'est fait sur la base des comptoirs commerciaux installés en Occident ne sert pas forcément les États africains. Parce qu'aujourd'hui, nous militons sur le transfert des technologies qui passe par l'installation des usines de montage des appareils militaires dans l'optique de pouvoir acquérir cette technologie pour que nous puissions la vendre dans 10, 15, 30 ans. C'est ce que la Chine fait aujourd'hui. Elle a pu acquérir la technologie auprès des Occidentaux. Aujourd'hui, elle vend cette technologie là où besoin se fait, en faisant concurrence à ces pays occidentaux qui les ont formés hier. Donc, il faudrait que nous sortons dans ça. Et Béni l'a dit tout à l'heure, on a été presque tous les pays africains, je ne parle pas du continent africain, présents à la conférence de Badou de 1955 sur les pays non alignés. Je pense que c'est ce qui fonde prioritairement la politique de la quasi-totalité des États africains. Il y a une guerre qui se déroule entre les Occidentaux, appelons ça comme ça, entre les Blancs. Est-ce que nous devons prendre parti d'un camp ou d'un autre? Je ne peux pas me prononcer dessus. Mais compte tenu de notre position de continent neutre au milieu, nous devons observer très bien ce qui se passe afin de pouvoir tirer les bénéfices. Si les Occidentaux ne veulent pas prendre, ne peuvent pas prendre le pétrole russe et le gaz russe, nous les ouvrons nos frontières pour qu'ils viennent prendre le pétrole et le gaz russe au prix payé à la Russie. Ça nous permettra forcément de dégager la plus-value et de pouvoir financer le développement, l'éducation, la santé, qui restent encore
des réalités existentielles dans nos États. Parce que c'est là qu'il faut investir pour pouvoir relever les hommes, afin que ces hommes-là soient capables d'être productifs et d'aller à la conquête du monde entier. Voilà. Alors, est-ce que vous partagez aussi le même avis un peu sceptique, parce que c'est mitigé, ça divise, cette présence russe en Afrique, Papin Mikhail a bien relevé, mais on va rester sur le principe de l'ennemi de mon ennemi est mon ami. On voit par exemple ce qui se passe au Mali, en RCA et peut-être un peu moins au Burkina. Est-ce que vous pensez que la Russie finalement se positionne elle aussi de façon stratégique et géopolitique sur le monde en utilisant ces différents pays africains, et peut-être vice-versa, est-ce que ces pays africains, eux aussi, utilisent la Russie pour se libérer d'un joug d'un oppresseur qui ne veut pas partir? Vous savez, même notre manière de réfléchir, de raisonner, excusez-moi, a été lourdement impactée par la culture de domination des dominants occidentaux qui nous ont été imposés, qui nous a été imposée. Quand on parle d'un renouveau culturel, quand on se demande de se réapproprier notre culture, c'est parce qu'en fait, nous-mêmes, nous sommes victimes de quelque chose qui a durablement, on a été marqué au fer, quoi. Vous voyez, des cas, j'ai oublié, c'est un enseignant. On nous a appris que pour résoudre des problèmes, il faut une thèse, il faut une antithèse et une synthèse. Mais ce qu'on oublie dans la vie réelle, souvent il n'y a pas de thèse, antithèse ou synthèse. Il faut choisir. Bien sûr. La vie réelle n'a pas souvent des questions de thèse, antithèse et synthèse. Tu choisis ton camp. Point. Bien sûr. Le Tu avances ou tu n'avances pas. C'est un luxe qu'on ne peut plus se permettre, c'est ça? Je vous dis, ces raisonnements-là, théoriques qu'on nous a appris, nos enfants, c'est toujours ça. Quand il y a un problème, papa, mais il faut une thèse, une antithèse, une synthèse, non? Toi, tu es trop entier. Oui. Il faut souvent couper dans le vif pour avancer. Vous comprenez? Je continue de dire. Depuis l'esclavage jusqu'à nos jours, est-ce que la Russie avait une possession en Afrique? C'est la Russie qui a empêché que les gens, alors qu'ils ont fait des discours, après qu'on les a aidés à vaincre Hitler et sa bande, viennent après à Brazzaville nous faire le coup qu'ils nous ont fait et nous ont imposé le franc CFA. Yamb me rejoint dans ce que j'aime souvent dire sur le plateau. Je vous dis, aucun de nos États ne pourra s'en sortir seul. Il nous faut l'unité politique de notre continent. Si c'est trop compliqué, commençons même par les unités sous-régionales. Il a brillamment bien exprimé là tout à l'heure. C'est mon leitmotiv. Je vous dis que l'unité, notre unité, c'est tout de suite et maintenant. Il ne faut peu qu'on attende. Parce qu'à force d'attendre, on va toujours être dans les errements pareils. Qu'est-ce que le Gabon peut bien faire en termes de négociation avec l'Union européenne, avec les États-Unis? Le Gabon peut faire quoi? Bon, parlons même du Gabon. Maintenant, apparemment, on va, comme l'Occident a dit, et c'est l'intention de l'Occident, on va se couper l'approvisionnement en ressources naturelles, n'est-ce pas, russes. On va se tourner vers l'Afrique. Mais il y a déjà cette coopération qui s'est passée. Le Gabon tirait quoi de l'exploitation de pétrole? Elf. Sur 100%, ils avaient, je crois, 5% au maximum. Et dans les 5%, la famille Bongo, elle tout seul avait 3%. C'est 2% qui étaient dans les caisses de l'État. C'est ça que nous voulons. Mais on parle de quoi? On donne l'impression que nous sommes en face de situations qu'on ne connaît pas. Mais ces situations sont derrière nous. On connaît comment ces gens-là se sont comportés vis-à-vis de nous. Pourquoi l'école en Afrique est comme il est? Pourquoi on n'a pas des infrastructures de niveau? Pourquoi nous avons cette économie qui est complètement engluée, je ne sais pas dans quoi? C'est dû à quoi? C'est dû à la Russie. Quels sont ces États-là où on faisait des coups d'État et on refaisait des coups d'État à ne plus en finir? Je parle le cas de la Centrafrique. C'était la Russie, où on faisait venir les chefs d'État en pyjama dans les avions pour prendre le pouvoir. Nos forêts qui étaient privatisées, le cas au Cameroun et en Centrafrique, on te dit que jusqu'à des 5 ans, tu es une forêt à lui tout seul. On te voit, tu mets les pieds là-bas, on dit monsieur qui t'a mis dans ton propre pays. C'était la Russie. C'est la Russie qui a tué Oumyobé, qui a empoisonné Moumié à Genève. C'est la Russie qui a fait assassiner Sankara. Mais de quoi on parle? Donc, justement, on revient avec ces débats des salons feutrés de notre classe moyenne qui ne veut pas, qui refuse de voir une certaine réalité. La réalité, c'est que le monde occidental n'acceptera jamais la liberté de notre continent.
Jamais. Il faut que ce qui était cher à la démonstration de Samir Amin, j'aime beaucoup la cité, le centre de la périphérie. Nous sommes la périphérie. Nous sommes cet endroit qui doit seulement fournir les matières premières dans nos économies extraverties. Il faut que tu reviennes dessus là. Il semble qu'il y a un accord qui a été passé entre les Chinois. Non, c'est intéressant. Entre la Chine et le Cameroun par rapport à l'exploitation du fer quelque part. De l'obé. Alors, je ne suis pas un économiste, mais les petits calculs de ce que le Cameroun doit avoir là-dedans, c'est une escroquerie. C'est une escroquerie, monsieur. Nous ne voulons plus ce type de rapport là. Nous voulons une Afrique qui est capable de peser, même dans ces négociations-là. Quand on dit qu'il nous faut nous industrialiser, oui, ce type s'appelait Helmut Kohl. Il ne faut surtout pas que l'Afrique s'industrialise. Oui, c'était un Russe, n'est-ce pas? Il sortait de Leningrad, je suis sûr. Non, c'était pas un Occidental, c'était un Russe, j'espère. Voilà, les gens vous disent ouvertement ce qu'ils veulent faire de vous. Ils ne se cachent pas. Ils vous disent... Madame Ursula von Leyen. Quelque chose. Elle a dit, les pays africains qui n'ont pas voté dans notre sens lors des dernières consultations à l'ONU, là, sur le problème de l'Ukraine, là, ils doivent être punis. Elle le dit ouvertement, elle ne se cache pas. Hein. La maîtresse. Ils doivent être punis. La femme, là, elle n'a été votée par aucun peuple européen. Hein. C'est une nomination de cette oligarchie que Mbappé, la classe supérieure de l'ethnie européenne. Cette oligarchie politique-là qui est au-dessus de tout, hein, même les Occidentaux souffrent, Bénédicte a bien démontré, de leur politique. Donc faisons attention, chers amis. Nous ne sommes pas dans un jeu. Nous ne sommes pas ici dans un théâtre. Les décisions qui sont prises par ces gens impactent sur des millions d'Africains. Les gens meurent tous les jours. Ce n'est pas de la rigolade. Et ce n'est pas de la faute de la Russie. On nous dit oui, la coopération n'est que militaire. On demande plutôt à avoir... mais pourquoi l'Afrique meurt encore de faim? Alors que nous sommes dans les bras de ces gens-là depuis des décennies. C'est la Russie qui nous a empêchés d'avoir la possibilité d'avoir une véritable agriculture capable de nourrir nos enfants, alors que nous avons les terres les plus fertiles du monde. Vous-même, vous le dites. Je dis, faisons attention. Si nous ne choisissons pas le camp de ceux qui sont décidés de nous aider pour aller de l'avant, et qu'on continue dans des atermoiements, des débats philosophiques, n'est-ce pas, des salons feutrés de nos intellectuels, n'est-ce pas, qui vont faire les chemins de Montpellier, parce que l'Afrique est incapable de faire son propre chemin. On prend les intellectuels africains pour aller faire des chemins de Montpellier. On va continuer dans cette voie-là. Et nous allons pas nous en sortir. On va voir comment nos 10 enfants seront tués. Les Yambissi, on va couper leur tête. Parce que le moment venu, quand... maintenant, je sors par là. Une seconde. D'accord, allez, on va y aller. Si cette opération militaire spéciale tourne que c'est l'Occident qui réussit par vaincre la Russie, je suis dans un cauchemar, parce que ça n'arrivera pas, mais je suis dans un cauchemar. Ce qui va arriver, c'est que toutes les têtes là, on va les couper. Hein. On va vous tuer tous. Bon, moi, je serai déjà mort. Mais vous qui allez rester là, on va vous tuer tous. On va vous tuer tous, pourquoi? Parce que c'est leur marque de fabrique. Chaque fois que l'Occident a été face à des gens déterminés à se battre pour leur souveraineté, ils n'ont pas fait de concessions. Ils les ont éliminés pour donner l'exemple aux générations futures d'être soumis. Parce que ceux qui ne sont pas soumis face à l'Occident doivent disparaître. Et sur le plan culturel, quelqu'un l'a dit sur ce plateau, on oublie. Regardez la nouvelle culture de caniveau qu'on veut nous imposer. C'est ça. C'est ce que l'Afrique veut. Mais regardez ce que Poutine propose. Regardez ce que la Russie propose. C'est d'être toujours en accord avec ces croyances millénaires qui ont structuré la vie des hommes pour en faire des amis. On nous propose quelque chose où les hommes ne doivent pas être des amis. C'est très dangereux ce qui arrive. Donc je pense sincèrement, je ne veux pas parce que je sais que le temps court, m'étendre longtemps encore là-dessus, pour dire que dans la vie, mes chers amis, à un moment donné, il faut savoir faire des choix. Il faut arrêter d'hésiter. Il n'y a pas de thèse, antithèse et synthèse. Faux! Dans la vie, tu choisis ton camp et tu avances là-dedans.
il n'y a pas de fleuve tranquille dans les démarches des peuples pour la quête de leur souveraineté. Vous allez tomber, vous allez vous relever, vous allez commettre des erreurs, vous allez vous relever. Je vous rappelle que la Chine, dont on parle, il fut un moment dans l'histoire de la Chine où les gens mouraient de faim, comme en Somalie. Et l'une des promesses de Mao, lors de sa longue marche, c'était de dire, je promets à chaque Chinois un bol de riz par jour. Ils se sont enfermés. Ils ont décidé, sur la base de leur propre culture, de devenir le centre du monde. Et ils le sont devenus. L'Afrique ne peut pas compter sur des gens qui l'ont soumis, qui l'ont en esclavage pendant des siècles et penser que c'est ce côté que viendra notre peuple. Maintenant, il y a une dynamique de relations économiques qui se développe sous nos yeux. Vous pensez que le dollar va continuer de rayer en maître dans l'économie mondiale? Toutes les preuves nous démontrent que le dollar d'Amérique c'est terminé. La superbe du dollar, c'est terminé pour bientôt. Et cela, les peuples du monde, il n'y a pas que nous. Hein. Je parle d'un pays souvent ici, l'Indonésie. Le plus grand pays musulman du monde. Allez voir ce qui se passe en Indonésie. Nous, on est là, on est dans les élucubrations. Allez voir ce que les Indonésiens font. Et regardez leur position par rapport à ce conflit. Malgré les pressions. Même le Pakistan, Khan a été démis, mais le peuple pakistanais est conscient du fait que là où ils sont là, s'ils ne s'accrochent pas à la Russie, c'est terminé. Donc il faut qu'on arrête de mentir les gens, de fouer les gens, d'être dans la fourberie parce qu'il y a le dollar qui est puissant. Avec le dollar, on va faire ci. Aux États-Unis actuellement, il y a des crises pas possibles. Hein. Il y a des villes américaines qui sont en train de disparaître. Hein, à cause de cette élite-là, qui ne pense pas le genre humain, mais qui pense sa propre petite... son petit confort de cette élite qui se prend beaucoup plus pour des demi-dieux que des êtres humains comme vous et moi. Je m'arrête là. On a compris que Patient Parfait Ndom a choisi son camp. Et l'Afrique alors a-t-elle aussi choisi son camp? La Russie, on le rappelle peut-être, on ne le dit pas assez, en 1960 à l'ONU, c'est d'elle que part la proposition de libération et d'octroi de l'indépendance au pays. On rappelle qu'il y a eu 9 abstentions et 9 refus. Et parmi les 9 refus, il y a certains pays qui pèsent fort sur la scène internationale qui ont refusé de signer cette proposition-là. Dans votre première prise de parole, Dr Yam, vous faisiez allusion à l'intérêt que l'Africain et que l'Afrique doit tirer justement de cette coopération. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement? Qu'est-ce que l'Afrique peut bien tirer de la coopération avec la Russie? Beaucoup de choses intéressantes et beaucoup de leçons sur la construction de l'histoire. Il faut regarder comment l'histoire fonctionne et il faut comprendre comment le monde actuel fonctionne. J'aimerais dire à mon frère Bikaï que si la fourniture de gaz consistait simplement à poser un tuyau, ce serait très facile. Non, c'est une industrie beaucoup plus complexe. Trop lourd. Et le gaz n'arrive pas tel que pompé du sol. C'est pas comme ça. Il y a beaucoup de... C'était un schéma. Non, c'est pas un schéma. Si vous dites que c'est un schéma, ça veut dire que c'est facile. Ça veut dire qu'on peut le faire de la Norvège vers les autres pays. C'est pas si facile que ça. Si c'était si facile, il le ferait, croyez-moi. Et c'est beaucoup plus complexe parce que le gaz subit plusieurs transformations et ça coûte extrêmement cher. Et la vérité, c'est que l'Eurozone n'en a pas les moyens. Ils n'ont pas le moyen de faire ça et ça prend beaucoup de temps. Donc, ils racontent des histoires. Et il faut faire très attention à ce genre de petits détails qui leur donnent l'air supérieur alors que c'est des gars qui sont à genoux en ce moment. Et vous dites que nous allons leur donner notre gaz. Si le Cameroun donne le gaz à l'Union européenne, il gagne quoi? Mais il ne gagne rien du tout puisque la France va retenir ça dans le compte des épurations au trésor. Donc vous aurez alimenté des gens qui vont continuer à vous narguer, mais vous n'aurez pas à recevoir un franc puisque les mécanismes du franc CFA vont retenir tout ça. Donc il faut tenir compte de ces petits détails dans cette analyse pour revenir à la chose essentielle qui est de savoir quel est notre intérêt. C'est ça. C'est ça qui est important. Vous avez beaucoup de choses. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas un parti. Personne n'est un ange, personne n'est un démon. Aucun pays n'est un ange, aucun pays n'est un démon. Là, il évoquait le contrat avec Sino Steel. Mais c'est la bureaucratie camerounaise qui a volé là-dedans. C'est la bureaucratie camerounaise qui vole là-dedans. Et c'est quand même quelque chose d'incroyable. Vous avez une école polytechnique depuis 50 ans et vous n'avez pas des ingénieurs pour exploiter une petite mine de fer. Alors que il y a 6000 ans, en Ndom, on exploitait le fer. Vous ne savez plus faire ça.
Vous n'êtes pas capable, il y a les hauts fourneaux, on fait encore du fer dans certains villages du Cameroun. Vous n'avez pas la capacité, avec tout l'argent de votre ministère de l'enseignement supérieur, de votre ministère de la recherche, de votre ministère de développement industriel, vous n'avez pas la capacité d'aller prendre 30 jeunes ingénieurs, les mettre sur un projet pour qu'ils puissent développer un système d'exploitation minier. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué là-dedans? Les autres viennent de Mars. Les Chinois là où les Européens viennent de Mars. Pardon? Il y a même une école à Menganga qui a été qui n'a pas de moyens. Alors, vous avez quand même des fonctionnaires camerounais et des ministres camerounais qui s'asseyent et signent quelque chose dans quoi on crée une mine de fer et vous recevez 23 milliards par an. Il y a quand même quelque chose. C'est-à-dire qu'à la limite, c'est même pas une escroquerie, c'est de la bassesse, la pire bassesse qu'on puisse imaginer. C'est du vol. Mais si vous... Des brigands. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette... Vous comprenez pourquoi ma théorie sur la Terre revient. Les populations auxquelles appartiennent cette terre-là vont gagner combien? J'ai toujours proposé que dans ce genre de choses, que les populations propriétaires de la terre aient au moins 15% du capital. C'est-à-dire que la terre, puisque le fer est quelque part, c'est leur apport. Donc au minimum 15%. Qui doivent d'ailleurs, à partir de la 7e année, atteindre au moins 35% pour que ces gens-là puissent bénéficier de cette ressource naturelle qui leur appartient. Vous avez un État qui existe depuis 60 ans à peine, qui n'a aucune légitimité, qui n'est pas sérieux, avec des gens qui sont d'une incompétence qui est quand même criminelle et qui font des choses pareilles. Mais monsieur, vous voulez dire que le Cameroun n'a pas la capacité d'investir pour une mine comme celle-là? Si la CONAC établit que ces gens-là volent 2000 milliards en 6 ans, les Chinois vont investir combien dedans? Ils vont investir plus de 2000 milliards? Non. Il faut être sérieux. Bref, 400 milliards d'ici. Pourquoi je suis revenu là-dessus? Je suis revenu là-dessus pour mieux fonder mon argument selon lequel nous devons savoir ce que nous voulons. Est-ce que nous avons dit aux Chinois ce que nous voulons? Mais les Chinois n'ont rien fait. Les Chinois viennent, ils veulent exploiter une mine de fer. C'est à nous de leur dire, messieurs, pour exploiter une mine de fer chez nous, voici les conditions. Mais lorsque vous avez des gens qui n'ont aucune personnalité et qui doivent mener ce type de négociation, vous attendez à quoi? Vous attendez à quoi? Si vous avez des gens qui n'ont même pas une once de nationalisme, vous attendez à quoi? Voilà, c'est à quoi, dans quoi on va tomber. Il est clair que certaines têtes devant les Chinois, ça aurait été un contrat tout à fait différent. Ah oui? Donc, quel est notre intérêt? À partir du moment où nous savons quel est notre intérêt, devant chaque partenaire, nous avons des choix stratégiques que nous faisons. C'est pour ça que lorsqu'on dit qu'aujourd'hui, on a une coopération essentiellement militaire avec la Russie, mais c'est un choix stratégique. Parce que nous estimons que du fait de son expérience, de ses capacités, c'est ce que, immédiatement, la Russie peut nous apporter de mieux. Plus tard, on verra ce qui est possible de faire autrement. Et puis, sur des questions, par exemple, agricoles, pourquoi aller demander aux Russes qui sont dans le froid de venir nous aider ici, dans la zone équatoriale? C'est quand même une aberration. Donc, nous pouvons simplement revaloriser nos techniques traditionnelles, agricoles. Mais nous avons quand même toute une faculté d'agronomie. Nous formons des ingénieurs agronomes depuis des décennies. Et puis, l'IRAD fait des recherches depuis longtemps. Sauf que, avec des hauts fonctionnaires et des ministres dont l'esprit est totalement néocolonial et tourné vers justement ce que nous avons appelé le syndrome de Stockholm pour la plupart, ils ne sont pas capables de valoriser ces recherches qui sont faites au niveau local, Donc, ce qu'il y a aujourd'hui à faire, c'est quel est notre intérêt, qu'est-ce que nous allons chercher en Russie et qu'est-ce que la Russie peut nous apporter. Si elle ne nous apporte rien, elle reste dans ses steppes. Si elle nous apporte quelque chose, alors nous l'invitons et nous disons, voici ce dont nous avons besoin. Est-ce que vous pouvez nous l'apporter? Qu'est-ce que vous demandez en contrepartie? Et elle nous dit ce qu'elle veut en contrepartie, clairement. Nous regardons dans les ressources de notre pays, ressources naturelles, au niveau du capital qui est créé, qu'est-ce que nous pouvons lui apporter? Et nous faisons les évaluations qu'il faut pour nous assurer que ce contrat n'est ni léonin, ni pernicieux pour nous. Et je pense que ce pays a les compétences suffisantes pour négocier, tout structurer et négocier ce type de contrat et de partenariat. Et c'est valable pour tout le reste. Le problème, pourquoi est-ce que vous allez avoir un sommet Afrique-Turquie? Mais vous allez avoir un sommet Afrique-Turquie parce que les marchés des pays africains ne sont pas, ce ne sont pas des marchés critiques pour ces pays-là.
la Turquie ne va pas produire 500 millions de chaussures et puis vous lui demandez de venir négocier avec le Gabon qui ne va même pas lui acheter 10 000 paires de chaussures. C'est ça le problème. En fait, c'est dans le regard de l'autre que nous voyons l'interpellation de l'histoire. C'est ça le problème que nous avons. Nous avons le sentiment que les gens nous méprisent pas. C'est une interpellation. Et si nous pouvons rester là à pleurnicher et à dire oui, mais les gens nous traitent comme ça. Non. Vous n'avez pas de force devant les autres individuellement. Vous n'avez pas. Si vous êtes aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous pensez vraiment que vous pouvez, dans la situation actuelle, les États-Unis peuvent venir commencer à vous menacer tous d'installer Africom quelque part en Afrique si vous formez les États-Unis d'Afrique? Impossible. Les États-Unis ne vous parleront pas. Et puis tout le monde vous dit l'Afrique, c'est rien du tout. L'Afrique, par exemple, il dit l'Afrique c'est 3% dans le commerce mondial. C'est pas vrai. C'est ça que les Occidentaux disent. Mais l'Afrique, c'est le tiers des matières premières exportées. Seulement l'export. Je vous rappelle que le gaz et le pétrole et le charbon, ces trois sources d'énergie, représentent la moitié des bateaux qui circulent dans le monde. Et vous pensez que gaz, pétrole, charbon, l'Afrique représente combien là-dedans? Combien on en tire de l'Afrique? Et les gens vous racontent que c'est 3% du commerce mondial, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Mais apporter la Non, mais je suis en train de vous donner des chiffres. On se fie sur les références internationales. Les simples chiffres que je viens de vous donner sur les quantités transportées au niveau mondial, je vous dis que le gaz, le pétrole et le charbon, c'est la moitié des bateaux qui circulent dans le monde. Laissez-moi finir. Le pourcentage des C'est la moitié, je commence par, pour que vous compreniez, je vais pas à pas. C'est la moitié des bateaux qui circulent dans le monde. L'Afrique à elle seule, quand vous prenez 100% de ces trois éléments transportés, l'Afrique c'est 33%. Des échanges. Non, pas des échanges, c'est 33% de tout ce qui est transporté en termes de gaz, de pétrole et de charbon dans le monde. Ça représente largement plus que 3% du commerce mondial. Faites attention au discours, à la rhétorique de l'Occident. Cette rhétorique-là, ils l'ont eu avec un certain nombre de personnes, mais il faut dire à ces gens-là de faire très attention parce que les jeunes Africains d'aujourd'hui ne la goberont pas. Ils vous disent l'Afrique c'est 3% du commerce mondial, mais vous avez 15 pays en Afrique qui n'existent pas dans le commerce mondial puisque statistiquement on ne les compte pas. Puisqu'ils n'ont pas de monnaie pour échanger avec les autres pays, c'est la France qui achète pour eux. C'est la France qui vend pour eux, c'est la France qui achète pour eux. Donc, ils n'existent pas dans le commerce mondial et de façon artificielle, ça fait de la France un pays extraordinairement important. Et on va dire qu'ils représentent 3% du commerce mondial. 15 pays africains, tout ce que ces pays vendent, tout ce que ces pays-là achètent, ne représente rien sur l'échiquier international. Il faut que nous laissions cette rhétorique occidentale et que nous nous concentrions sur les chiffres. Parce que les chiffres vont ramener les choses à leur vraie proportion et au niveau des faits. Donc, quand on a dit tout cela, on va dire, ok. Et quand on connaît déjà tout ça, puisque aujourd'hui nous savons que nous représentons le tiers des matières premières exportées dans le monde, nous savons que le franc CFA est la barrière c'est-à-dire l'écran qui nous cache, qui nous fait disparaître du commerce mondial, des données du commerce mondial, et que nous savons que nous représentons un tiers des matières premières exportées dans le monde. Donc, qui représente à peu près 20% du PIB mondial en réel. Donc, nous sommes le continent factuellement, pas potentiellement, factuellement le plus riche aujourd'hui. Puisque c'est nous qui générons la plus grande valeur ajoutée dans le monde. Comme nous le sommes et que nous le savons, quand vous avez Sinosteel qui vient négocier avec nous, ce n'est pas une histoire de 23 milliards qui est mise sur la table. Ah non, nous commençons à leur dire, bon, mais messieurs, vous savez, voici ce que nous représentons. Mais quand vous êtes le Cameroun, vous êtes petit, vous n'avez même pas une vraie capacité de négociation, ils vous tiennent par d'autres choses. Mais si vous êtes les États-Unis de la CEAC, c'est différent. C'est ça. Et on va sortir, vous chutez très par là. rapidement, oui, on sort. Donc, en réalité, ce que la coopération avec la Russie peut nous rapporter aujourd'hui, d'abord, il y a cet aspect lié à la sécurité, parce qu'on a des défis urgents, mais il y a surtout, et c'est peut-être ça qu'on ne dit pas, le mindset. Parce que russe, ce n'est pas un nom, hein. C'est un adjectif qui définit l'attitude, le comportement d'un habitant de cette zone. C'est ça, russe, être russe.
Et la Russie, c'est le nom qui qualifie, le nom par le dénominatif, le substantif de cette attitude-là. Ça, c'est probablement la chose la plus importante. Et l'une des choses que j'admire le plus aujourd'hui chez ces gens, c'est qu'en 98, la Russie était pratiquement dépecée. D'où les oligarques européens ont construit des relais qui sont qu'on appelle aujourd'hui les oligarques russes. Et ils étaient sur le point de dépecer totalement la Russie. Il faut donc voir le mindset de celui qui arrive à la tête de la Russie. Est-ce qu'il a attaqué un pays occidental? Non. Du tout. Est-ce qu'il est allé commettre un génocide en Afrique? Non. Est-ce que ce type-là est venu ici avec un franc CFA bis qui fait qu'on capte la totalité de nos ressources? Non. Est-ce qu'il a reconstruit la Russie? Est-ce qu'il a redonné sa place, sa grandeur à la Russie dans le concert des nations? Est-ce qu'il a permis à la Russie d'être respectée? Voilà ce que nous devons admirer chez ces gens-là. Beaucoup de gens croient que ce qu'on va admirer chez la Russie, c'est peut-être l'idée qu'ils ont des armes, ils tuent tout le monde. Mais pour avoir ces armes-là, il faut d'abord avoir un niveau technique, scientifique, qui est très élevé. Sur ce qu'on appelle les MHD seulement, les missiles hypersoniques, ces gars-là ont 20 ans d'avance sur l'Occident. Pour que l'Occident rattrape le niveau qu'ils ont aujourd'hui, il faut 1000 scientifiques dédiés pour que dans 20 ans, l'Occident ait le niveau que les Russes ont aujourd'hui en termes de missiles hypersoniques. Voilà ce qu'on va admirer chez ces gars-là, ces capacités. Deux secondes, j'ajoute. Non, c'est important, c'est important. C'est important, c'est une information. C'est une information statistique. Voilà, en quelques secondes. Production d'ingénieurs dans le monde. Premier, c'est la Chine. Entre 1 200 000 et 1 300 000 d'ingénieurs. D'accord. Par an. Deuxième, c'est l'Inde. Il vaut entre 1 million et 1,2 million. Le troisième, vous savez qui c'est? C'est la Russie. Maintenant, faites le ratio en population. Hein. Il vaut entre 400 000 et 600 000 ingénieurs par an. La France, qui domine toute l'Afrique, là, qui bavarde beaucoup, ils sont à 35 000. Vous comprenez? Voilà. Donc, ça veut dire, le mindset dont parle Yam tout à l'heure, là, cette capacité de rebondir en reconstruction, en dominant la science, en la domestiquant, il faut avoir des ressorts culturels d'un autre niveau pour le faire. Or, l'Afrique, telle qu'elle est aujourd'hui, là, en chaque pays, saucissonnée, dans les pays bantoustans, là, nous ne pouvons pas. C'est ce que nous disons à nos décideurs. La Centrafrique vient de prendre la décision d'adopter les bitcoins comme vous savez, la BEAC a réagi. Bien sûr. Ça dit que, et ça fera certainement, vous savez pourquoi la BEAC réagit? Parce qu'au sein de la BEAC, il y a les 2 ou 3 machins là, citoyens d'un pays qui ont ce qu'on appelle une note de blocage, qui refusent toute décision sur le plan monétaire autonome des pays de la sous-région CEMAC sans leur avis. Et on a actionné la BEAC et les problèmes vont commencer bientôt pour d'abord, une d'être en bord du forum leur a déjà été notifiée. Vous allez voir ce qui va se passer. Sermonnant le patron. Voilà. C'est-à-dire que vous avez un gouverneur qui sermonne son patron et lui demande, et l'instruit. Voilà. On reviendra certainement sur ce sujet dans nos prochaines éditions. Vous aurez le mot de fin, Michael, vous en faites surtout pas, mais avant, on va avancer et progresser vers la fin, docteur Bénécris. Alors, on a beaucoup parlé de ce que la Russie peut apporter à l'Afrique. Docteur Yam sortait encore avec l'idéologie, le mindset et tout ce qu'on connaît, mais est-ce que les pays africains aujourd'hui qui ont encore en leur sein ces autres pays colonisateurs ne devraient pas redouter ce rapprochement avec la Russie? Qu'est-ce qu'ils risquent? Non, mais ils risquent beaucoup. Je commence par mon propre pays. Quand vous avez des gens à la tête d'un grand pays comme la RDC et ce président qui oublie les accords que la RDC a signés avec les Russes et qui s'aligne derrière les Occidentaux pour sanctionner la Russie, alors que ce pays peine à vivre avec moins d'$1. Je ne reste pas dans les statistiques américaines, mais la population est totalement paupérisée. Un pays enclavé jusqu'à la moelle épinière où les Congolais, quand vous leur dites que votre pays est le plus riche, peut insulter. Et voilà le président de ce grand pays-là qui soutient les Occidentaux avec leurs décisions contre la Russie. Ça, c'est un cas de figure. Moi, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Le non-alignement est très fondamental. Le non-alignement ne veut pas dire un repli sur soi. Non. Le non-alignement, c'est exactement ce que Maître Tim Yam disait ici. Reconsidérer mes priorités et mes valeurs et définir sur ces bases-là
les accords que je vais avoir avec les partenaires extérieurs. C'est ça les non-alignements. Ça dit que demain, je peux coopérer avec la France. Si la France révise sa manière de fonctionner avec moi. Absolument. Si la France revisite son franc CFA et accepte que je sois libre sur le plan financier. Donc, c'est ça les non-alignements. Les non-alignements nous refusent le droit de diaboliser un camp ou de courir derrière l'autre. Parce que qu'on le veuille ou non, la Russie n'a pas fait ce que l'Amérique a encore fait sur le monde. Je vous dis. Les États-Unis ont posé les bases de ce qu'aujourd'hui la Banque mondiale, le FMI, l'Organisation mondiale de commerce, toutes les institutions que vous avez aujourd'hui, même l'ONU, c'est les États-Unis d'Amérique. Ils ont posé les bases du monde qu'ils veulent avoir demain. Mais la Russie doit aussi poser les bases d'un monde multipolaire qu'il veut. Ce n'est pas seulement en soutenant des pays individuellement sur le plan militaire, etc. Mais il faut poser les bases institutionnelles pour faire émerger ce monde-là. Et nous, les Africains, si nous nous alignons aveuglément derrière la Russie, mais croyez-moi, nous allons perpétuer la guerre froide. Nous avons vu en Angola ce que ça a créé. Donc, il ne faut pas s'aligner pour être victime demain. Non. Il faut qu'on s'aligne si nos intérêts sont garantis. Donc le non-alignement est fondamental pour les pays africains. Et moi, je pense que à l'heure actuelle, c'est la position de l'Afrique du Sud qui devait être acclamée. Que tous les pays africains, d'ailleurs, doivent suivre. Et pour chuter, nous avons beaucoup à gagner. Et nous le disons en âme et conscience, en restant unis. Mais nous ne serons pas unis si nos pays sont encore membres de l'organisation par exemple, l'organisation des Nations Unies, sont encore membres, parce qu'il y a des dispositions que toutes ces organisations-là prennent qui sont défavorables aux pays africains. Je ne peux pas y revenir. Il y a beaucoup de décisions qui sont prises par ces instances internationales qui ne favoriseront jamais les continents africains à décoller. Prenons seulement par exemple les codes miniers, les codes forestiers imposés par la Banque mondiale et le FMI aux pays africains, en contrepartie d'un soutien fallacieux qui ne nous avantage pas, qui ne nous aide même pas à construire les infrastructures. Donc, il y a un révisionnisme profond que l'Afrique doit opérer avant de décider avec qui marcher demain. Et ça passe par une révolution violente, mon ami. Il faut mettre hors d'état de nuit tous ces chefs d'État, ces marionnettes qui jusqu'aujourd'hui n'arrivent pas à comprendre qu'il faut développer une vision africaine du monde. C'est de ça qu'il s'agit. Nous ne devons pas avaler la vision occidentale du monde ou adhérer à la vision russe du monde, mais nous devons développer la vision africaine du monde si nous voulons être en position de force avec les autres. Voilà. Absolument. Et vous avez le mot de fin, Papin. Merci beaucoup, Dr. Villechris, dans le mot de fin. Papin, Bikaï. Alors, pas en... Pépin, pardon. Pas en réponse à qui que ce soit. Ça renvoie à... C'est un bon footballeur, mais c'est en référence à ça, justement. Il est resté très calme, je ne fais que pas pleurer. C'est un pédagogue, hein. Allez, Pépin Bikaï, donc vous avez le mot de fin. Est-ce que la Russie, pour les intérêts africains de l'heure actuelle, ponctuelle, on va le dire, est-ce que la Russie n'est pas l'allié qu'il faut? Ce n'est pas l'allié qu'il faut, là je me prononce très rapidement. D'accord. Vous avez suivi le conseil ça de me permet de suivre parfaitement le conseil de Parfait. Et de lui dire que, contrairement à ce qu'on croit, quand vous regardez, je parle sous le contrôle d'un philosophe, la période de la Renaissance, qui est née en Europe et tout ce qui a compensé la structuration de l'espace, il y a un certain nombre de pays qui se sont distingués. Et par la suite, on a eu ce qu'on appelle les progrès scientifiques et techniques, avec le culte du scientisme. Et vous verrez à l'intérieur de ce progrès scientifique et technique et le culte du scientisme que les soviétiques, de manière générale, se sont toujours distingués. Medvedev, la règle de Markov-Nikov, qu'on utilise brillamment en Russie, en chimie autant pour moi, ça a été une invention russe. Leur intelligence n'est pas née aujourd'hui, ou alors leur apport dans l'évolution du monde n'est pas nouvelle. À côté de ça, ce sont des peuples qui sont de l'autre côté, pas très loin de l'hémisphère polaire. Donc, scientifiquement, on dit, lorsqu'on est dans les conditions de froid, on réfléchit mieux par rapport à lorsqu'on est dans les conditions de chaleur. Non, je suis pas d'accord. L'Égypte n'était pas dans la neige. L'Égypte n'était pas dans la neige. Tombouctou, c'est pas dans la neige. J'ai la parole. Tombouctou, c'est pas dans la neige. Je pense que je vais aller... Des stéréotypes. Je vais aller au bout. Tombouctou, c'est pas dans la neige. N'étonnons pas la jeunesse. Ce n'est pas une histoire, une question de jeunesse. J'ai souvent de la peine à faire des plateaux où il y a des militants qui sont marqués
Parce que ça empêche de réfléchir parfois. Et, par rapport aux intellectuels qui ne sont pas marqués. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que Allez-y, Miguel. la présence russe aujourd'hui en Afrique est questionnable. Tout simplement parce que l'Afrique continue à être utilisée comme étant un outil pour un certain nombre d'Occidentaux pour régler leurs comptes entre eux. Une guerre froide entre les États-Unis et la Russie n'intéresse pas le petit Africain qui, lui, se bat au quotidien pour pouvoir subvenir à ses besoins, surtout alimentaires. Le rapprochement des Russes sur le continent ou bien des batailles russes et américains ou alors occidentaux sur le continent africain est en défaveur des Africains qui ne sont pas préparés au choc ou à recevoir ces éclairs. Ça, c'est connu. Tout à l'heure, il a évoqué le fait... américain, choisis Non, c'est pas le problème d'être américain ou pas. Je ne fais pas ce type de plateau. Et à côté de ça, moi, je suis surpris de la propagande que certains font de la Russie sur ce plateau. Il est dit que les États africains, tout comme un certain nombre des États qui subissent l'invasion russe aujourd'hui, sont des États souverains. Et en tant qu'État souverain, nous devrons au moins être solidaires de ce type d'États qui subissent la pression d'un autre État. Mais qu'est-ce qu'on constate? Que plusieurs Africains encouragent la destruction unilatérale de l'Ukraine parce qu'elle serait la voisine de la Russie. Ce qui est à relever est important, c'est que l'Ukraine aussi est un peuple qui a été colonisé par la Russie. L'Ukraine faisait partie des 15... Non, j'arrive. Le sujet de l'Ukraine... Qui a été colonisé par la Russie depuis le 15e siècle. Donc c'est un peuple qui a subi 500 ans. Ce sujet revient demain. Ce sujet revient demain. Non, attention. Restons sur le sujet de a subi 500 ans de colonisation. Quand vous discutez avec... Quand vous discutez avec les Russes, ils vous disent qu'ils ne veulent plus être les esclaves des Russes. Mais sur le continent, sur le continent, on vous dit ok, il faut s'aligner, il faut prendre position et s'aligner derrière la Russie. Non, on ne peut pas s'aligner bêtement derrière la Russie. Parce que la présence russe sur le continent... Mais qui a demandé ça? Non, attention. Allez, je pense qu'on va mettre un terme à la présence russe sur le continent n'est qu'une présence guerrière. Elle n'apporte que l'armement au continent. Or, le continent n'a pas besoin d'armement présentement. On a besoin de la science, on a besoin de la technologie, on a besoin de l'encadrement de nos populations, on a moins besoin d'armes. Mais depuis des siècles, qui vous empêche d'avoir ça? C'est la Russie? C'est la Russie qui gouverne les États africains. Allez, c'est merci. Il ne faut pas faire qui de ce qui se passe. Il y a une responsabilité locale que vous ne voulez pas dédonner. Heureusement que le contrat à l'Obé n'a pas été signé chez les Occidentaux. C'est sinon style. Et ça fait toujours partie du cercle des États soviétiques. Monsieur, vous avez raison. Vous avez la raison, c'est quoi? Même la Chine ne serait pas développée si elle n'avait pas commencé par la fabrication des cadres. L'Afrique a vraiment besoin de la fabrication des hauts cadres avant qu'on s'engage. On ne fait pas que les Russes vont arriver en Afrique et puis terminer. Ce sera le Moïse noir. Mais c'est ce que vous pensez, monsieur Ndom. Merci, la réalisation de... Dès que la Russie est là, c'est fini le développement de l'Afrique. Merci, Passion. Le développement n'est pas une... Vous êtes un plan américain. Ce n'est pas le mimétisme. Vous êtes un plan américain. C'est la matière élémentaire, tout simplement. Comme ça, le débat va être plus clair. Non, je ne suis pas américain. Et si on arrêtait là?